la guerre hors limite et la guerre moderne vise en fait à manipuler le cerveau de l'adversaire et la perception qu'il a de lui-même et du monde qui l'entoure. Et je pense que c'est à travers ce prisme-là qu'il faut comprendre tout ce qui arrive à l'Occident depuis 50 ans, avec une accélération avec la crise qu'on est en train de vivre. Et donc, il faudrait qu'il y ait une espèce de prise de conscience, de réveil des gens de la logique dans laquelle ils se trouvent pris, mais ils se font duper et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un système totalitaire qui, pourtant, on nous explique qu'il n'y a rien de pire et que plus jamais ça, les heures sombres de notre histoire, le nazisme. En fait, le système est redoutable parce qu'il fait peur avec un totalitarisme qui appartient au passé pour empêcher les gens de prendre conscience de la réalité du totalitarisme présent. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on est dans une nouvelle forme de totalitarisme, mais qui a la ruse ultime de le faire pour votre bien. Parce que vous devez savoir que dans mon cheminement, je partais de loin, hein, j'étais dans l'église conciliaire post-Vatican II. On parle de 2020. Et au fil de mes recherches, tout ça, je voulais aller assister à une messe en latin. J'ai connu la fraternité Saint-Pierre. J'ai continué au fil de mes recherches. J'ai constaté que la réforme des sacrements de Paul VI avait fait en sorte d'invalider l'ordination sacerdotale et la consécration épiscopale. Ce qui est plus marquant encore que la nouvelle ordination sacerdotale, c'est la nouvelle consécration des évêques, il n'y a aucun doute là-dessus. La forme a été changée, les paroles essentielles de la consécration, ces évêques-là, ont été changées, ce qui rend le sacrement invalide. Quand j'ai compris ça, j'ai compris également que tous les prêtres de la fraternité Saint-Pierre avaient été ordonnés invalidement, à moins d'une exception très rare. Pour ça, il faudrait qu'un vrai évêque les ait ordonnés. Donc, ce qui fait en sorte que les prêtres de la fraternité Saint-Pierre, non seulement, eux, sont ralliés à la hiérarchie de Rome, qui est illégitime, mais aussi, ça fait en sorte que leurs pasteurs ne sont pas des vrais prêtres, donc ils ne peuvent pas donner de vrais sacrements. Là, je me souviens à l'époque, ça m'avait désappointé beaucoup parce que je m'étais dit, bon, enfin, j'ai trouvé le bon endroit pour recevoir la grâce sanctifiante, les sacrements, tout ça, pour nourrir ma foi. Je trouvais ça curieux aussi que les prêtres disaient, ouais, je sais, le pape, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais ça reste le pape, puis il faut rester en communion avec lui, parce que si on n'est plus en communion avec lui, on quitte l'Église, on quitte la barque du Christ. Mais j'ai compris que c'était exactement le contraire, c'est qu'il ne fallait plus être participant à cette fausse hiérarchie-là, qui était complètement apostate. Je voulais plus être complice de l'apostasie de l'Église en restant dans la structure qui était pourrie. C'est pour ça qu'à l'époque, je suis allé ensuite à la Fraternité Saint-Pédis, en pensant que c'était le dernier bastion catholique, la vraie résistance. Mais encore là, je m'étais trompé. Je trouvais ça curieux que les prêtres, dans leur sermon, disaient « Ah, il faut pas obéir au pape quand il dit des hérésies et tout ça. » Puis, mais ils disaient quand même que c'était un pape. Là, je me disais, j'étais rassuré au moins du fait que j'avais accès au vrai sacrement, à une vraie messe, parce que leurs prêtres étaient ordonnés par des vrais évêques. On se souvient qu'en 1988, Monseigneur Lefebvre avait sacré 4 évêques, sans l'accord de Rome, à l'époque. Et ça l'a fait conserver la lignée épiscopale et le sacerdoce des prêtres par la suite. Bon, ensuite, il y a eu des prêtres qui ont quitté la fraternité, qui ont fondé leur propre fraternité indépendante, tout ça, c'est des vacantistes ou autres. Mais au moins le sacerdoce subsistait. Mais là, quand j'ai compris que la fraternité Saint-Pédis
dans leur messe, étaient en communion avec M. Bergoglio, et que même leur juridiction, c'est-à-dire leur confession, le pouvoir juridictionnel des prêtres pour la confession, provenait de Rome, alors qu'un hérétique qui est à la tête de l'Église ne peut pas être pape. Et ça fait en sorte qu'il n'y a non seulement aucun pouvoir spirituel, mais aucun pouvoir de juridiction, ce qui pourrait rendre les confessions de vrais prêtres invalides, à moins que ces prêtres-là, dans leur fort intérieur, se tournent vers une juridiction de suppléance, directement vers le Christ. Alors, après tout ce cheminement-là, qui n'était pas facile, il faut dire, parce que le côté humain fait qu'on est dans le déni. J'étais choqué. J'étais très en colère d'avoir été berné par l'Église conciliaire. Et ensuite, d'avoir été berné, trompé par la Fraternité Saint-Pierre. Mais encore pire, d'avoir été berné par la Fraternité Saint-Pédis, parce qu'au final, la Fraternité Saint-Pédis sont schismatiques, puis n'enseignent pas la véritable doctrine catholique. Pourquoi je dis ça? C'est que, en disant que M. Bergoglio est pape, alors que c'est faux, bien, ils font cohabiter l'erreur avec la vérité. Puis, je vais donner un exemple ordinaire. Quand on fait un gâteau, moi j'en fais très rarement parce que je cuisine pas beaucoup. C'est pas ma plus grande force. Mais par contre, je fais beaucoup la vaisselle pour compenser. Mais quand on fait un gâteau, ça prend tous les bons ingrédients dedans. Et si on met pas tous les bons ingrédients, si on oublie seulement un ingrédient, ben ça peut faire foirer la recette. Le gâteau n'aura pas le même goût. Ça ne sera pas le même gâteau que la recette originale. Donc, la foi, c'est beaucoup plus qu'un gâteau, vous imaginez. Est-ce qu'on peut travestir la vérité de la doctrine catholique en laissant croire aux fidèles que un hérétique, même un apostat, peut être pape, mais qu'on peut lui désobéir, alors que la doctrine catholique dit qu'on doit être soumis puis obéir entièrement au pape et à tout ce qu'il dit sur la foi et la morale. Alors qu'eux devraient dire, ben, il est pape ou il n'est pas pape. Alors, s'il est pape, il ne devrait pas dire de désobéir au pape, ce qui est contraire à la foi catholique. Mais la raison nous amène à voir, à constater qu'il n'est pas pape. Donc, pourquoi ces prêtres-là induisent les fidèles en erreur? Et au final, ce que ça fait, c'est que ça rattache même les fidèles de cette fraternité-là au novus ordo, à l'Église conciliaire. J'ai entendu à quelques reprises des prêtres dire de cette fraternité qu'il pouvait avoir des messes novus ordo qui pouvaient être valides, même qu'il pouvait avoir des prêtres qui étaient validement ordonnés. Ça dépendait de l'intention de l'évêque qu'ils avaient ordonné, de l'intention du prêtre, tout ça. Alors là, on tombe dans le subjectivisme, alors que en matière de sacrement, il ne peut pas avoir de doute. Alors, leur prêche, leur conseil spirituel induisent les fidèles en erreur. Ce qui est extrêmement dommage. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que, malheureusement, ces prêtres-là sont vus comme les derniers bastions catholiques, les derniers bons pasteurs. Malheureusement, c'est pas le cas. Ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi, de dire que Dieu veut toutes les religions. Pour nous, malgré les doutes que nous avons, et malgré les difficultés que nous avons de devoir obéir, et même malgré le fait qu'il nous faut désobéir, nous ne rejetons pas le principe de l'autorité dans l'Église. Mes confrères dans le sacerdoce n'ont pas le courage de dire la vérité. Et alors, comme je continue toujours à dire la vérité, mais eux, ce sont des chiens muets. Les chiens sont chargés
de la garde du troupeau. Et si le loup arrive, les chiens doivent aboyer pour alerter le berger, pour mettre en fuite les loups. Et si le chien reste muet, il n'y a plus qu'à l'abattre. Et combien de prêtres sont prêtres? On se demande pourquoi. Pourquoi sont-ils prêtres? Et ils manquent à leur mission. Le prêtre doit être le sel de la terre. C'est notre Seigneur qui le dit. Le sel, s'il vient à s'affadir, s'il n'a plus goût de sel, il est bon qu'à être jeté par terre et foulé au sol. Et combien de prêtres sont dans cet état-là à l'heure actuelle? Et vous en connaissez peut-être, malheureusement. Malheureusement pour vous. Parce que vous n'aurez pas beaucoup de secours de ce côté-là. Le prêtre doit être le conseiller des âmes. Et le prêtre doit dire la vérité toujours, toujours la vérité. Alors, la plupart des confrères n'ont pas le courage de dire la vérité. Parce qu'ils ont peur de faire mal voir. Vous comprenez? On ne peut pas tout dire parce que, eh bien, les gens viendraient moins vers nous. Et je pense, moi, le contraire. De dire la vérité, de mettre les points sur les i, de barrer l'été, comme on dit. Eh bien, c'est ça qui est clair. C'est ça qui dit la route à suivre, c'est celle-là. C'est pas une autre, c'est celle-là. Ah oui, je tiens à vous préciser. Quand on passe à TV Liberté, en tout cas quand je passe, je ne peux pas tout dire. Deuxièmement, même en limitant maximum, quelquefois, il y a des passages qui sont coupés. Ils ont quand même, j'ai déjà fait une émission qui a été supprimée. Hein. Et l'émission que j'ai faite, ils ont quand même supprimé à 3 endroits plus d'1 minute. Pour vous dire que, alors c'est pas Pierre Bergerot, lui il est tout à fait acquis, mais c'est la direction qui, voilà. Donc, dites-vous, certains peuvent être étonnés, pourquoi il dit pas ça? Mais vous auriez dû dire ça. Moi je dis, mon pauvre garçon, mais si tu savais comme j'aimerais le dire, mais l'émission elle évacue tout de suite. Donc, ça m'a toujours fait sourire un peu cette expression TV Liberté, quand on prend une paire de ciseaux pour couper certains passages. Alors je comprends la prudence, parce qu'on ne peut pas tout dire, loi Guesso, etc. Mais quand on dit, par exemple, quand je dis à un moment donné que je parle de Théodore Herzl, fondateur du sionisme, et qu'en fait, il s'arrête à Théodore Herzl et que le fondateur du sionisme saute, j'ai envie de dire, mais mon bon garçon, c'est la réalité historique, c'est comme je dis Adolf Hitler, chef du parti nazi, c'est ni bien ni mal, c'est un fait historique. Donc pour vous dire qu'il y en a quand même qui sont fragiles, et c'est quand même le reflet de notre époque, les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont psychologiquement des gens fragiles. Comme disait Jean Lafontaine, l'homme est de feu au mensonge, mais de glace à la vérité. J'avais déjà eu une controverse avec lui par rapport à Jean 23. Lorsque j'ai publié ma plaquette Jean 23 et le salut universel, je lui en ai offert un exemplaire, sans aucune arrière-pensée. Et là, André Siassom me dit « Ah oui, mais vous savez, j'ai bien étudié la question de Jean 23 et il n'y a aucun problème dans les encycliques de Jean 23, il n'y a absolument rien qui s'oppose au fait de le reconnaître comme un pape. » Alors là, je me suis dit « D'accord, on va voir si vous avez vraiment bien étudié la question. » Interrogation surprise. Et alors, je demande à André Siassom « Mais est-ce que vous savez qu'il existait 2 traductions différentes pour Mater et Magistra ?» Alors là, il me regarde, interloqué, l'air de dire « Mais de quoi vous parlez ?» Et j'ai dit « Oui, dans la traduction des presses polyglottes vaticanes pour Mater et Magistra, l'hérésie qui se trouve clairement en latin dans le 2e paragraphe est camouflée par une mauvaise traduction. » Alors, je vais terminer par un dernier point qui va déplaire à certains. Je m'en moque. Il y a dans le monde de la tradition, malheureusement, c'est minoritaire, mais on les voit un peu trop, des cathos tradis qui ont une sympathie nazie et qui associent nazisme et catholicisme traditionnel. C'est inconciliable, c'est soit l'un, soit l'autre. Le nazisme s'est construit en opposition à la France. Le nazisme, c'est l'apologie de l'homme, c'est le racialisme.
et une croix tordue avec un chef vociférant, eh bien, très peu pour moi. Mais il y a une information quand même que je vais vous donner et qui va vous permettre à certains de méditer. Voyez-vous, Hitler faisait, comme on dit, des monologues, qui ont été des monologues devant ses invités, c'était surtout le soir et la nuit, de 1941 et 1944. Et ces monologues, avec son autorisation, ont été notés par deux secrétaires, l'un qui s'appelait Ingrichheim, l'autre Henri Picker, qui étaient les bras droits de Martin Bormann. Et ces écrits ont été publiés récemment dans un ouvrage intitulé « Propos intimes et politiques » aux éditions, je crois, Chronos, sous direction de François Delplat. Alors, voyez-vous, il y en a qui frétillent uniquement devant le compte en banque les diplômes. Je ne connais pas le compte en banque de François Delplat, mais d'un point de vue universitaire, c'est une tête. Il est normalien et agrégé d'histoire. Et donc, il a publié en 2 tomes ses propos d'Hitler. Et Hitler est un digne héritier des principes de 89. Je rappelle que déjà, la Révolution a donné naissance certes au communisme, au nazisme. Je rappelle que lorsque Lénine est arrivé dans son wagon plombé à Petrograd en 17, il est arrivé accueilli par un orchestre bolchevique qui lui a joué la Marseillaise. Petit détail. Eh bien, tonton Adolphe, lui, il respectait aussi les aspects de la Révolution française. Je rappelle que la Révolution française, c'est 3 choses. Anticatholicisme, un amour idolâtre du paganisme, la métempsychose, qui n'est que le Gilles Gould de la Kabbale. Eh bien, je vais citer Adolphe. Tome 1. Quand le national-socialisme aura prévalu un peu plus longtemps, il deviendra impossible de penser autrement. À la longue, le national-socialisme et le christianisme ne pourront plus cohabiter. Non, cela ne signifie pas une guerre. La solution idéale serait de laisser la religion dans un état de survie où elle n'aurait qu'à s'occuper d'elle-même dans un affaiblissement croissant. Hitler aurait été ravi de voir Vatican II. Je cite Hitler encore. « Le coup le plus dur qui ait frappé l'humanité, c'est l'avènement du christianisme. Sans le christianisme, il n'y aurait pas eu l'islam. » Sans quoi que c'est vrai. Les principes de l'islam conviennent tout à fait au noachisme. Le noachisme, c'est la religion créée par la synagogue pour les non-juifs, nous. Noachisme, Dieu unique, pas de Sainte Trinité et pas d'incarnation. L'islam, Dieu unique et pas de Sainte Trinité. Le Christ, Jésus est reconnu comme un simple homme, prophète, mais surtout pas comme le Messie, et pas de sacerdoce. Je ne suis pas d'avis qu'il faille se jeter maintenant dans un combat contre l'Église. Le mieux est de laisser le christianisme s'éteindre doucement. Une mort lente a aussi quelque chose d'apaisant. Le christianisme, lui, il ment. Il doit être bien clair que l'Église ne se mêlera plus des affaires de l'État. Nous veillerons à ce que l'Église n'enseigne plus jamais rien qui contredise nos propres enseignements. Nous continuerons à enseigner notre doctrine nationale socialiste et la jeunesse n'entendra plus que la vérité. Écoutez ce passage qui devrait faire réfléchir à certains, qui vont devoir faire un choix. L'amour du paganisme chez Hitler, je le cite, « Que le monde antique ait été si beau, si serein et si léger s'explique par l'absence de 2 fléaux, la syphilis et le christianisme. Cela fait souvent de la peine de vivre dans un monde où on n'est pas encore conscient du visage que montrera le monde du futur. » Et là, je dois reconnaître, Hitler, sur ce point-là, avait raison. Je peux cependant dire une chose au bouffeur de viande. Il sera végétarien. Le Christ était un arien, mais saint Paul s'est servi de sa doctrine pour mobiliser la pègre et organiser un pré-bolchevisme. Avec cette irruption, la belle clarté du monde antique a été perdue. Écoutez ce passage anti-catholique. Et là, je dis bien à ceux qui sont cathos et nazis, il va falloir faire un choix. Un indigène, dans son île, rend au moins hommage aux forces de la nature. Mais le christianisme est la chose la plus folle qui soit sortie d'un cerveau humain illuminé. Une moquerie envers le divin. Un nègre, avec son fétiche, écrase de sa supériorité quiconque croit sérieusement à la transsubstantiation. Il faut faire un choix, mes amis. Et je termine avec la métempsychose. Lui coche tous les cases. Hitler disait
L'esprit et l'âme retourneront certainement, comme Klotz, dans le cycle général, de même que le corps. Ainsi, nous fertilisons de notre apport le fond dont de nouvelles vies procèdent. Et je termine par cette citation. S'il n'y avait pas eu de christianisme, qui sait comment l'histoire européenne aurait évolué, Rome aurait été conquis, toute l'Europe, et la ruée des Huns se serait brisée sur les légions. Rome a été brisée par le christianisme, pas par les Germains ou les Huns. Ce que le bolchevisme met en scène aujourd'hui sur un fondement matérialiste technique avait été accompli par le christianisme sur un fondement théorique métaphysique. On ferait mieux de parler de Constantin le traître et de Julien le fidèle au lieu de nommer le premier le grand et le second l'apostat. Donc, résumons, l'avenir de la France, elle passe par l'abolition des principes de 89 et de toutes les conséquences qui vont avec. Et pour nous, catholiques, la seule référence valable, c'est le baptême de Clovis et c'est la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc. En fin de compte, dans le calcul de tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, Hachem, il a un enfant adoré, c'est Am Israël. Sans Shoah, il n'y avait plus d'Am Israël. Sans parler maintenant au niveau des péchés, etc., qu'on aurait été redevable, etc. La tendance avant la Shoah, elle était quitter la Torah. Par millions. C'est pas clair le nombre c'est pas clair exactement le nombre de Bachur Yeshivot qu'il y avait avant la Shoah en Europe. Ça varie entre 1000 et 2000. 1000 et 2000. Dans les... Médiatiquement, je ne vais pas expliquer le pourquoi maintenant, les motivations de cela, mais on veut faire croire que dans la Shoah sont morts beaucoup de juifs religieux, des shtetl, et machins, c'est des bêtises. C'était, on s'assimile à qui mieux. En 1938, des membres du Bund, c'est un mouvement juif, yiddish, parlant yiddish, mais anti-religieux. Ils allaient à la sortie de ces synagogues avec une côtelette de porc, à la sortie des synagogues Yom Kippour. Regardez qu'on mange du porc à Yom Kippour, rien n'arrive. Interview de l'époque, on n'est pas encore assez goy, on fait encore la Brit Mila. C'était à qui mieux. On continuait comme ça, tu vois, depuis 150 ans, on s'assimile, aujourd'hui on sort depuis 150 ans, tout va très bien, pourquoi faire ces lois? Mais tu t'es fait le matin, c'est absurde, les petits carrés comme ça, pas manger de porc, à l'époque c'était pas simple pour la santé, c'est aseptisé comme il faut, pas de problème. Pourquoi continuer à être juif? Cette Shoah, même les gens les plus loin de la Torah, quand ils voient un film sur la Shoah, ils disent je suis juif, ça les sensibilise, ça les identifie à ce peuple. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Parce que même notre conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé. Vous êtes pour le christianisme et moi le catholicisme. Mais bien sûr, vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien sûr, je le dis clairement. Mais donc, est-ce que vous avez toujours une influence politique? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Mistake or misconception, I think, is that whenever we are talking about KGB, for some strange reason, starting from Hollywood movie makers to professors of political science and quote-unquote experts on Soviet affairs, or Kremlinologists as they call themselves, they think that the most desirable thing for Andropov and the whole KGB is to steal blueprints of some supersonic jet
bring it back to Soviet Union and sell it to the Soviet military-industrial complex. It's only partly true. If we take the whole time, money, and manpower that the Soviet Union and KGB in particular spends outside of USSR border, we will discover, of course there are no official statistics unlike with CIA or FBI, that the espionage as such occupies only 10 to 15% of money, time, and manpower. 15% of the activity of KGB. The rest, 85%, is always subversion. And unlike a dictionary of English, Oxford Dictionary, subversion in Soviet terminology means always a destructive, aggressive activity aimed to destroy the country, nation, or geographical area of your enemy. The theory of subversion goes all the way back 2,500 years ago. The first human being who formulated the tactics of subversion was a Chinese philosopher by the name of Sun Tzu. 2,500 years BC. He was an advisor for several imperial courts in ancient China. And he said, after long meditation, that to implement state policy in a warlike manner, it's the most counterproductive, barbaric, and inefficient to fight on a battlefield. You know that war is continuation of state policy, right? So if you want successfully to implement your state policy, and you start fighting, this is the most idiotic way to do it. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy, until such time that the perception of reality of your enemy is screwed up to such an extent that he does not perceive you as an enemy, and that your system, your civilization, and your ambitions look to your enemy as an alternative, if not desirable, then at least feasible. Better red than dead. That's the ultimate purpose, the final stage of subversion, after which you can simply take your enemy without a single shot being fired, if the subversion is successful. This is basically what subversion is. As you see, not a single mentioning of blowing up bridges. Of course, Sun Tzu didn't know about blowing up bridges. Maybe there were not that many bridges at that time. La guerre cognitive s'inscrit dans le cadre de la guerre hors limite. Donc la guerre hors limite, en fait, c'est un concept qui a été développé à la fin des années 90 par des stratèges chinois, 2 lieutenants-colonels de l'armée de l'air, qui ont écrit un livre qu'on peut trouver d'ailleurs en français, qui est paru en version, on peut même le trouver en version poche aujourd'hui, qui s'appelle La guerre hors limite. En fait, la guerre hors limite, c'est l'idée que, notamment face à la suprématie militaire américaine, il n'était pas possible de remporter une victoire par un affrontement direct, traditionnel, ce qu'on appelle dans le jargon les guerres de 3e génération, comme a pu l'être par exemple la Seconde Guerre mondiale, où la suprématie se gagne par des troupes, par des blindés, des bombardements, s'attaquer aux infrastructures, dans le cadre d'une guerre classique. Donc la guerre hors limite, c'est garder bien sûr la dimension conventionnelle de la guerre, donc en utilisant l'armée au sens classique, mais c'est déployer ces moyens d'action sur d'autres champs. Donc, je vais donner quelques exemples. Ça peut être sur le champ économique, ça peut être sur le champ juridique, par exemple à travers le droit, à travers les normes. Ça peut être une guerre culturelle, donc par exemple en utilisant la culture comme une arme, à l'inverse, en détruisant la culture de l'adversaire. Ça peut être une guerre psychologique, où en fait, par exemple, on détruit le mental de l'adversaire, en le faisant douter de lui-même, douter de sa légitimité, douter même du bien fondé de son existence. Donc, par exemple, on le voit, on en parlera certainement avec toutes les attaques, par exemple, sur la repentance, tous les maux dont serait responsable l'Occident, qui visent à l'affaiblir.
Et il y a bien sûr la guerre cognitive qui fait partie de ça, et ça, j'en parle dans le livre, c'est notamment, on peut trouver une excellente conférence à l'Institut de West Point, donc qui forme les futurs officiers de l'armée américaine. Et cette conférence s'appelle « Le cerveau sera le champ de bataille du XXIe siècle ». Donc ça veut dire qu'en fait, la guerre hors limite et la guerre moderne visent en fait à manipuler le cerveau de l'adversaire et la perception qu'il a de lui-même et du monde qui l'entoure. Et l'idée, en fait, c'est une idée qu'on retrouve dans toute la pensée chinoise traditionnelle, dans l'art de la guerre notamment, que l'art suprême, c'est de vaincre l'ennemi sans même lui avoir livré bataille. Et moi, j'ajouterais même sans même que l'ennemi ait eu conscience qu'on lui a mené une guerre. Et je pense que c'est à travers ce prisme-là qu'il faut comprendre tout ce qui arrive à l'Occident depuis 50 ans, avec une accélération avec la crise qu'on est en train de vivre, cette crise du Covid. Il faut le voir dans le cadre de cette guerre hors limite qui est en réalité la Troisième Guerre mondiale. Et ça, dès qu'on a cet angle d'attaque-là, on comprend les choses sous un angle complètement différent et qui me semble beaucoup plus pertinent pour développer une grille d'analyse et éventuellement, bien sûr, les moyens de résister à cette guerre cognitive et hors limite. Oui, ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, en fait, c'est que la crise actuelle, selon vous, constitue l'aboutissement d'un long processus d'ingénierie et de contrôle social commencé dans les années 50 et inscrit dans le cadre d'un vaste projet de destruction méthodique des sociétés occidentales. Tout à fait. Et ça, c'est très quelque chose qui est difficile à admettre parce que dès qu'on dit ce genre de choses, on est accusé d'être complotiste, de voir de l'intention là où il y aurait qu'un chaos d'événements, je dirais aléatoires, il y aurait pas de volonté derrière. Mais moi, c'est là où je pense que quand on développe cette grille d'analyse par le biais de la guerre hors limite, en fait, on a un plan de bataille. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été pensé en amont par des stratèges qui ont réfléchi comment mener cette guerre et qui petit à petit ont déployé des instruments qui se sont mis en place. C'est la fameuse politique des petits pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois on monte d'un cran et on avance et en fait les peuples occidentaux sont de plus en plus pris dans le piège avec la difficulté de s'en sortir. What subversion is, basically, it consists of 4 periods, time-wise. If we start from here and go this way, time, right? This is the beginning point. The first stage of subversion is the process which is called, basically, demoralization. It says for itself what it is. It takes from, say, 15 to 20 years to demoralize a society. Why 15 or 20 years? This is the time sufficient to educate one generation of students or children. One generation, one lifetime span of a person, a human being, which is dedicated to study, to shaping up the outlook, ideology, personality. No more, no less. Usually it takes from 15 to 20 years. What it includes? It includes influencing, or by various methods, infiltration, propaganda methods, direct contacts, doesn't really matter. I will describe them later. Of various areas where public opinion is formulated or shaped. Religion, educational system, social life, administration, law enforcement system, military, of course, and labor and employer relations, economy, okay? 5 areas. You see? So, what happens here, the target country obviously does something wrong. If it's a free democratic society, there are many different movements within the society. There obviously, in every society, there are people who are against this society. They may be simple criminals, ideologically in disagreement with the state policy, conscientious enemies, simply psychotic personalities who are against anything, right? And finally, there are a small group of agents of a foreign nation, bought, subverted, recruited, right? The moment all these movements
will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis, right? So that's exactly the martial art tactic. We don't stop an enemy. We let him go. We help him to go in the direction we want them to go. Okay? So, on the stage of demoralization, obviously there are tendencies in each society, in each country, which are going to opposite direction from the basic moral values and principles. To take advantage of these movements, to capitalize on them, is the main purpose of the originator of subversion. So we have religion, we have education, we have social life, we have power structure, we have labor relations, unions, and finally we have law and order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? These are the areas of application of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, which bring people's attention, faith, whether it is naive, primitive, doesn't really matter. As long as the basically accepted religious dogma is being slowly eroded and taken away from the supreme purpose of religion, to keep people in touch with the supreme being, that serves the purpose. Therefore, replace it, accepted, respected religious organizations with fake organizations. Distract people's attention from the real faith and attract them to various different faiths. Education. Distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Instead of mathematics, physics, foreign languages, chemistry, teach them history of urban warfare, natural food, home economy, your sexuality, anything, as long as it takes you away. Okay? Social life. Replace traditionally established institutions and organizations with fake organizations. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. Instead of social life and friendship between neighbors, establish social workers institutions. People who are on payroll of whom? Society? No. Bureaucracy. The main concern of social workers is not your family, not you, not social relations between groups of people. The main concern is to get the paycheck from the government. What will be the result of their social work doesn't really matter. They can develop all kind of concepts to show to the government and to the people that they're useful. Okay, away from the natural links, power structure. Okay, the natural bodies of administration, which are traditionally either elected by people at large or appointed by elected leaders of society, are being actively substituted by artificial bodies. The bodies of people, groups of people, whom nobody elected. Never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. One of such group is media. Who elected them? How come they have so much power? Almost monopolistic power on your mind. They can rape your mind. But who elected them? How come they have a nerve to decide what is good and what is bad for the elected by you, president, and his administration? Who the hell are they? Spiro Agnew, who was hated by the liberal left, called them a bunch of enfeebled snobs. And that's exactly what they are. Bonsoir.
Bonsoir Plume, je vous en prie, installez-vous autour de notre table. Alors Plume, déjà la première question, comment vous est venue cette idée de Piou le gentil pingouin? J'aime beaucoup cet animal et puis c'est vrai que je trouve que les pingouins, c'est chou. Alors on a vu dans les derniers tomes Piou à la montagne, l'anniversaire de Piou, et cette fois-ci on est donc sur un sujet qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus concret, puisque Piou va au marché. Pourquoi cette décision? C'est vrai que je trouvais ça quand même mignon qu'un pingouin fasse ses courses. Il achète des petites choses, des petits fromages. C'est rigolo. Alors en tout cas, Alexandre, vous avez donc lu cet ouvrage et vous avez pas mal de choses à dire. Oui, Jean-Baptiste. Alors, je passe sur toute la qualité esthétique du livre. C'est pas mal, on cerne assez bien les personnages. Et puis, il y a des petites longueurs au début, notamment le passage avec l'hippopotame, mais ça m'a pas forcément dérangé. Il est quand même rigolo, cet hippo. C'est Babou, son nom. Ouais, voilà. En revanche, avec tout le respect que je vous dois, et j'en ai vraiment, j'en ai pour vous, vraiment, je vous le dis très sincèrement. Là, quand je vous lis, je tombe des nues. De retour à la maison, maman pingouin donna un gros morceau du gros gâteau à Chi. Chi, c'est un poussin. Vous pouvez me laisser finir, Laissez-le parler, s'il vous plaît. C'est incroyable, en plus je vous cite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, de retour à la maison, maman pingouin donna un gros morceau du gros gâteau à Chi. Je rappelle d'ailleurs, juste avant, que Chi a été frappé à l'école et exclu du bac à sable. Je poursuis. Piou, lui, en prit un plus petit morceau, mais il avait encore faim. Je vois pas le... Vous savez ce que je vois, moi? Quoi? Je vois une remise en cause de l'existence de l'État d'Israël. Ah non, mais pas du tout. Et ce passage est particulièrement abject parce que la figure palestinienne portée par Piou se fait victimiser par Chi, qui plus tard dans l'œuvre lui piquera son pyjama. Alors avec tout le respect que je vous dois, je trouve, Madame Dounet, votre démarche irresponsable. Mais Piou est pas palestinien, c'est... Laissez-moi finir. C'est incroyable. Laissez-le parler. On vous invite vous êtes dans une invité émission. sur une émission, on peut pas en placer une. On vous respecte, on essaie de faire votre... Je tente d'appeler un ouvrage. La moindre des choses, c'est de nous laisser finir. Voilà, s'il vous plaît, Plume, laissez finir les chroniqueurs. Merci. Alors... À qui profite le crime, entre guillemets? Qui a intérêt justement à saper les démocraties occidentales de l'intérieur comme ça? Je dirais il y a deux groupes. Il y a, je dirais, ce qu'on peut appeler les mondialistes, parce que j'appelle les mondialistes, qui sont en fait des structures de pouvoir transnationales, qui détiennent réellement le pouvoir et qui ont de nombreux outils pour exercer ce pouvoir. Alors je vais pas tout citer parce que on pourrait faire un entretien entier là-dessus. Alors, on va en citer quelques-unes. On va citer le Forum économique mondial de Klaus Schwab, qui a écrit le livre, je le rappelle, la grande réinitialisation, le grand reset, et qui affirmait en 2016 que nous devons tendre à une fusion du biologique, du numérique et du médical, en expliquant qu'on portera, dès 2016, qu'on porterait des implants qui nous diraient est-ce qu'on est vacciné, et quel est notre compte bancaire, etc. Donc là, c'était en 2016. En 2022, on voit que c'est en train de devenir une réalité. Donc ça, c'est le Forum économique mondial. Il y a des choses comme, par exemple, le groupe de Bilderberg, le Council on Foreign Relations, le CFR. Et par exemple, ces groupes-là que je cite ont des relais dans chaque pays. Par exemple, en France, ces relais, c'est par exemple le club Le Siècle, c'est par exemple la fondation des Young Leaders, dont je le rappelle que de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, tous les présidents de la République des 10-20 dernières années sont passés par ces instances. Donc en fait, moi, ce qui ressort de mon travail d'analyse, d'enquête, c'est qu'en fait, le vrai pouvoir est détenu par ces instances qui sont transnationales. Et en fait, dans chaque pays, ils ont des fondés de pouvoir qui viennent mettre en application la feuille de route qui a été décidée bien en amont. Et donc ça, c'est quand même la supercherie, puisque les peuples se concentrent sur le jeu électoral, sur la droite, la gauche, que ce soit en France ou aux États-Unis, alors qu'en fait, ceux qui décident, qui sont vraiment les donneurs d'ordre, et là où se trouve le vrai pouvoir politique, est dans ces institutions-là. Donc ça, c'est le premier volet, c'est ces institutions transnationales. Et l'autre, ce sont diverses puissances étrangères qui sont alliées ou qui ont des intérêts soit ponctuels, soit de longue date avec ces institutions transnationales et qui les utilisent dans une stratégie de gagnant-gagnant, enfin, en tout cas de mariage d'intérêts mutuels, pour faire avancer leurs pions. Alors, je peux penser par exemple à la Chine, qui a énormément bénéficié du commerce international qui a été voulu par ces instances-là. Toute l'industrialisation de la Chine et sa montée en puissance a été faite. Je peux penser aussi au Qatar. On peut penser, voilà, il y a différents pays, différentes puissances. On peut peut-être penser aussi à Israël sur certains points, qui ont bénéficié
de cette coopération. Donc il y a les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque patriote doit comprendre qu'il y a d'un côté ces institutions transnationales et de l'autre des puissances étrangères liées par des liens d'intérêt à ces institutions. Dans votre livre, vous faites référence notamment à l'espion soviétique Yuri Bezmenov, qui a travaillé pour le KGB avant de faire défection et de passer à l'Ouest au début des années 70. Et vous évoquez notamment les mécanismes de subversion et de désinformation employés par l'Union soviétique à l'encontre des démocraties occidentales à l'époque pour les affaiblir et finalement les détruire de l'intérieur. Et vous faites un parallèle avec certains concepts actuels, notamment liés à la cancel culture ou au wokisme, que vous qualifiez d'armes de déconstruction massive. Alors, en quoi ces concepts participent-ils, selon vous, d'un processus de subversion de l'Occident ? Pour faire le lien avec ce qu'on va dire, cela participe bien entendu de la guerre hors limite. Et il faut comprendre que cette guerre hors limite, elle est fondée sur un principe central, deux principes centraux en fait. Le premier, c'est la subversion, vous venez de l'évoquer, et je vais développer ce point, et surtout sur le principe de l'infiltration plutôt que l'invasion. C'est-à-dire que plutôt d'envahir les pays comme on le faisait autrefois, comme on a pu le faire par exemple l'armée allemande, on place des gens à l'intérieur du système, donc à différents postes, que ce soit dans la justice, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le monde universitaire, que ce soit parmi les intellectuels. Et ces gens-là vont porter un discours de déconstruction qui va détruire la nation de l'intérieur. Et selon le schéma qui a été parfaitement établi par Bezmenov, donc je le résume, il est en 4 points, c'est assez rapide, c'est démoralisation, déstabilisation, crise, normalisation. Et donc, on commence déjà par démoraliser l'adversaire avant de le déstabiliser. Donc là, tout ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, c'est ça. Et par exemple, vous parliez du wokisme, de la cancel culture, de tous ces appareils qu'on retrouve d'ailleurs pas seulement en France, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve en Angleterre, on le retrouve même dans des pays comme la Suisse ou la Suède, par exemple, qui n'ont aucune histoire coloniale. En disant que là aussi, il y a de l'exploitation, il y a du privilège blanc, etc. Donc tout ça participe à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je parle justement de cette volonté d'infiltration, il faut regarder certains militants indigénistes qui sont aujourd'hui portés dans les médias, leur parole est portée dans les grands médias en France, qui ont été se former aux États-Unis dans les facultés, avec des professeurs qui sont des agents subversifs, qui viennent importer cette idéologie en France. Et par exemple, cette idée de privilège blanc, cette idée d'indigénisme, qui est totalement étranger aussi bien à l'universalisme chrétien que républicain, et en fait qui crée dans chaque université des foyers, et on se diffuse. Et c'est comme les cellules, je dirais, c'est les cellules marxistes, les cellules léninistes, trotskistes, et on crée une cellule, et ensuite la cellule se développe, crée d'autres cellules dans des plus petites villes, etc. Et petit à petit, on crée en fait un appareil subversif qui détruit la nation de l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Et tout ce qu'on a vu, le déboulonnage des statuts, l'accusation de colonialisme, il fallait enlever la statue de Colbert parce qu'il avait fait le code noir, on voit cette histoire de privilège blanc, enfin tout ça, tout ce qui est vraiment important et ce que j'essaie d'expliquer aux Français à travers mes livres, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme les délires d'une minorité radicale comme il y en a toujours existé, c'est que ces gens-là ont une stratégie, ils obéissent à un plan, ils ont des objectifs, et en fait, à chaque fois que vous les voyez s'exprimer et qu'ils réussissent à avancer un petit peu, c'est une position qui est prise. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre une tête de pont et ils arrivent à prendre la maîtrise du terrain. Et c'est très difficile parce que les gens sont très déstabilisés par ça, parce qu'en plus, il y a eu tout un travail de préparation qui est de dire, repentez-vous, méchants blancs, méchants européens, méchants colonisateurs, laissez la place à ces pauvres exploités, etc. Et donc, ils jouent de ça. Ils utilisent notre mauvaise conscience pour, je dirais, limiter la résistance à leur projet. Et donc, une fois qu'ils ont réussi à faire cette démoralisation, là, il y a la déstabilisation. Et donc là, c'est le moment où il y a une espèce de basculement, il y a une tentative de faire chuter le système. Donc, par exemple, ça peut être à l'échelle du régime, mais ça peut être de manière beaucoup plus locale. Ça peut être juste enlever une statue, comme on le voit par exemple au Sable d'Olonne avec la statue de Saint-Michel qu'on veut enlever. Ça peut être des choses très simples mais symboliques, mais l'important c'est d'avancer à chaque fois. Et une fois qu'on a ça, il y a la crise, ça c'est le grand classique. C'est la crise. Alors il y a une crise. Il y a, comme on a vu ça peut être les Gilets jaunes, ça peut être les manifestants du 6 janvier aux États-Unis qui ont été au Capitole. Il y a une crise et la crise est utilisée comme justification
pour renverser le système et prendre le pouvoir. C'est aussi d'ailleurs ce qui s'est passé à la Révolution française. On a utilisé les États généraux pour justement renverser la monarchie et mettre à la place un système républicain. Et c'était la même logique. Quand vous regardez, ce sont toujours les mêmes méthodes qui sont employées à travers l'histoire. Donc, et à la fin, c'est normalisation. On a un nouveau régime avec de nouvelles valeurs, de nouveaux processus, et bien sûr une nouvelle élite entre guillemets qui a pris le pouvoir et qui est les nouveaux maîtres du système. Donc c'est vraiment, il faut vraiment voir ça selon ce schéma. Et Bezmenov expliquait très très bien. D'ailleurs, on peut trouver ses conférences et les liens sont listés dans mon livre ou sur mon site. Bezmenov expliquait très très bien que, contrairement à ce qu'on croit, les activités des services de renseignement, en tout cas russes, à l'époque du KGB, la grandeur du KGB, l'espionnage à la James Bond, on va voler les plans de missiles nucléaires, etc. Mais ça, c'était 15% seulement des activités et du budget. Et tout le reste, c'est ces opérations de subversion et de déstabilisation et de soutenir des éléments dans les universités, d'infiltrer les médias, etc. Et ça, bien sûr, ça continue encore aujourd'hui. La guerre froide est passée, mais ces méthodes-là sont utilisées à Londres. Moi, j'avais trouvé, par exemple, on sait qu'il y a un département d'une grande université londonienne qui forme, en lien avec les services secrets britanniques, tous les journalistes qu'on retrouve après dans les grands médias de droite ou de gauche en Angleterre. Ils passent tous par cette formation-là. Donc ça, c'est un exemple. Il y a vraiment une stratégie, il y a un plan, et il faut arrêter de penser ça, c'est complotiste, parce que la réalité, c'est que les complots et les stratégies gouvernent le monde, et cela depuis l'aube des temps. Snowplow editorial offices, student organizations, religious groups with literature of class struggle, if not directly Marxism-Leninism propaganda, then a propaganda of a legitimate aspirations of working class, betterment of life, equality, mind you. President Kennedy once said, we will make America to believe that people are born equal. Are people born equal? Is there any mentioning in the Bible or any other holy scripture in any religion, if you don't believe me, go to the library and check it. There is not a single word about equality, just the opposite. By your deeds, God will judge you. What you do is important, the merit of your personality. You cannot legislate equality. If you want to be equal, you have to be equal. You have to deserve it. And yet we build our society on the principle of equality. We say people are equal. We know it is false. It's a lie. Some people are tall and stupid. Others are short, bold, and clever. But we know perfectly well that even with the best intentions, people could not be equal. Why should we have equality in the say, legal system? Myself, I'm considering myself a law-abiding citizen, and a person who comes here to rob and shoot, say, the United States administration under Carter, imported thousands of Cuban criminals. They were non-criminals, yet they were accepted. Do you think it's fair if myself and my wife from Philippines, who work like a, horse as a lab technician in a hospital, should have the same rights as a criminal from Cuba? Why? The moment you bring a country to the point of almost total demoralization, when nothing works anymore, when you are not sure whether it is right or wrong, good and bad, but there's no division between evil and good. Okay, so we reach that point. The next step is destabilization. Again, this word says for itself what it is. To destabilize all the relations, all the accepted institutions and organizations in a country of your enemy. How you do it? It's impossible to reach a compromise, constructive compromise between neighbors. Some people say, I don't like you to watering your lawn at that time because exactly at that time I'm walking my dog and he's getting nervous.
he cannot pass his bowels, you know. So they cannot compromise. They go to a civil court or something like that. Radicalization of human relations. No more compromise. Fight, fight, fight. The normal, traditionally accepted relations are destabilized. The relations between teachers and students in schools and colleges. Fight. The relations between, in economical sphere, between laborers and employers are further radicalized. No more acceptance of the legitimacy of demands of workers. Crisis is when society cannot function any more productively. It collapses, obviously. That's the word for crisis. So therefore, the population at large is looking for a savior. The religious groups are expecting a Messiah to come. The workers say, we have family to feed. Let's have a strong government, maybe socialist government, centralized. When somebody put the employers on their place and let us work. We are sick and tired of going to strike and missing overtime and all that stuff. We need some strong man, strong government, a leader, a savior is needed. Population is sick and tired already. The self-appointed rulers of the society don't need any revolution anymore. They don't need any radicalism anymore. So this is the reverse from destabilization. Basically, it is stabilizing the country by force. So all these sleepers and activists and social workers and liberals and homosexuals and professors and Marxists and Leninists are being eliminated physically sometimes. They've done their job already. Okay? They are not needed anymore. The new rulers need stability to exploit the nation, to exploit the country, to take advantages of the victory. Okay? So no more revolutionaries, please. And that's exactly what happens in a number of countries. You remember Bangladesh? This is the crisis in which I was instrumental. First they had Mujibur Rahman. In 1971, he was the leader of People's Party, Awami League, with mustache like Stalin. He was in Russia many times. In 5 years, he was shot by his former colleagues, Marxists. He fulfilled his function. In Afghanistan, it happened 3 times. First there was Taraki, then there was Amin, now there's Babrak Karmal. They killed each other successively, one after another. The moment he fulfills his duty, the first one demoralized country, the second destabilized, the third one brought it to crisis. Goodbye, comrades. Babrak Karmal comes from Moscow and put into the seat of power. Same thing happened in Grenada recently. Maurice Bishop, Marxist, was killed by Austin, what's his name, General something, who was also a Marxist. Right? So no more revolutions, please. Normalization now. From now on, no more strikes, no more homosexuals, no more women lead, no more kid lead, no more lead, period. Good, solid, democratic, proletarian freedom. That's it. Now, to reverse this process takes enormous effort. When today, United States had to invade Grenada to reverse the process of subversion. Some people say, boy, this is not good, it's not kosher to invade the beautiful country, island of Grenada. Well, why didn't you stop the process here, when Grenada was just approached by leftists? Why not to prevent Maurice Bishop to come in power in the first place? Did Grenadians want him? Very questionable. They didn't know who was Maurice Bishop in the first place. He came to power by coup d'etat himself. Okay? No, we let the situation develop further and further and further until the crisis to curb unlimited power, monopolistic power of trade unions here, at that point, would save economy from collapsing. To introduce a law to stop private companies of raping public opinion's mind in the direction of consumerism. No company must have a right to force you
into buying more unless you want it. There must be a law. Vous parlez aussi de la falsification de l'histoire parmi les différents instruments utilisés pour subvertir les nations occidentales. Et vous prenez notamment l'exemple du Moyen-Âge en France. Alors vous écrivez que pour l'époque moderne, le Moyen-Âge fait figure de repoussoir, et vous expliquez que cette vision très négative du Moyen-Âge qui a cours aujourd'hui repose sur un ensemble de préjugés et une ignorance profonde de cette période. Alors, quelles sont les principales idées reçues véhiculées à propos du Moyen-Âge selon vous, et comment est-ce que vous expliquez le fait que ces préjugés aient pu trouver un écho dans notre société? Ça aussi, c'est un grand classique. Ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent les livres d'histoire. Donc, tout ce qu'on sait du Moyen-Âge aujourd'hui, c'est des choses qui ont été, en grande majorité, écrites par des historiens et des écrivains républicains de la Troisième République. Donc le Moyen-Âge chrétien, la France chrétienne, c'était leur bête noire absolue. Donc ils ont pétri les esprits de 5-6 générations de clichés sur le Moyen-Âge. Alors j'en cite quelques-uns, c'est les pauvres paysans qui vivent au milieu de leurs cochons dans la glaise, exploités par des vilains seigneurs qui passent leur temps à guerroyer et à brûler les récoltes, etc. C'est l'Église qui est l'obscurantisme le plus total. On est revenu à l'âge sombre où on brûle les esprits libres sur les bûchers là, avec la Sainte Inquisition. Et puis pour finir, voilà, on a les femmes qui sont exploitées, qui sont bonnes qu'à faire à pondre des enfants par douzaines. Enfin, vraiment, ça, c'est les clichés du Moyen-Âge. En fait, quand vous travaillez, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, je me suis appuyé sur des historiens comme Régine Pernoud, comme Jacques Herz, qui ont écrit des livres extraordinaires, et j'essaye de faire passer un peu ça à mes lecteurs, qui reviennent en fait pour dire que tout ça, c'est de la pure idéologie, c'est de la pure propagande, et quand on rentre dans le Moyen-Âge, on voit que c'est faux. Et même par certains aspects, on se rend compte qu'en fait, le Moyen-Âge était un véritable âge d'or, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus intolérante et terrible dans la société d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle l'était autrefois. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on a un confort qu'eux n'avaient pas, etc. Mais par exemple, je vais prendre un exemple, les droits, il y avait une liberté en France au Moyen-Âge qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Il faut imaginer, c'est la belle formule, on dit la France était hérissée de liberté. C'est-à-dire que par l'histoire, chaque commune, chaque groupe, chaque corporation avait des libertés, on appelait ça des franchises. On peut imaginer qu'une commune entière était exonérée d'impôts. On peut imaginer qu'une corporation, il y avait une solidarité qui n'avait rien à envier à la sécurité sociale. Mais en fait, c'était un système, je dirais, où il y avait une énorme diversité de modes de vie, de droits. Et comme l'a très bien montré Guillaume Travers dans plusieurs livres vraiment brillants sur le Moyen-Âge que je recommande, c'est que tout était concret. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de grande déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas de grands principes, mais il y a des droits concrets et qui sont toujours ancrés dans une réalité. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, telle commune ou tel groupe est exonéré d'impôts, c'est parce que dans une bataille, il a bien aidé le roi, il a bien été défendre la patrie, donc on le récompense. C'est pas quelque chose qui est dû abstraitement, c'est parce qu'il y a toujours une conséquence concrète. Donc il y a ça, et par exemple, je parle un peu de ça parce qu'on sait que la France est un pays où les impôts jouent un rôle considérable, mais comparons un instant le paysan du Moyen-Âge qu'on prétend écraser d'impôts, qui en fait paye au maximum un quart, donc 25% de son revenu, à l'imposition fiscale que l'on connaît aujourd'hui. On est à plus de 50%, sans parler des différents frais, taxes locales, droits de péage. Dès que vous avez une voiture, vous vous faites matraquer, etc. On est écrasé d'impôts. Je veux dire, le paysan du Moyen-Âge n'aurait jamais accepté en fait le quart de ce que nous, on connaît aujourd'hui à peu près. Et c'est lui qui est présenté comme le pauvre écrasé par les méchants seigneurs. Quand vous lisez un peu de quelques livres sur les mœurs et les avantages dont jouissent les hauts fonctionnaires en France, vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien à envier aux nobles de l'Ancien Régime, et que c'est même pire, parce qu'au moins les nobles avaient des devoirs, ils devaient entretenir leur domaine, ils devaient prendre soin des indigents, ils devaient faire la guerre quand le roi leur demandait, alors qu'aujourd'hui on a des gens qui ont des privilèges qui sont inouïs. Les Français sont même pas au courant parce que tout ça est caché dans des textes, ça se fait derrière les portes closes des ministères, etc. Mais il y a des privilèges qui sont inouïs et qui n'ont jamais eu leur équivalent au Moyen-Âge. Donc en fait, quand je travaille sur tout ça, je me rends compte que en fait, le Moyen-Âge était
je dirais vraiment un âge d'or en plus pour la culture française, parce que c'est le moment où la France rayonne, on construit ces cathédrales extraordinaires qui brûlent aujourd'hui d'ailleurs, où on a une espèce de floraison intellectuelle. Alors pareil, on dit l'Église a été obscurantiste, mais il y a eu dans les universités françaises qui sont parmi les premières au monde, il faut le rappeler, il y a eu une espèce de vitalité intellectuelle. On n'a pas du tout attendu la Renaissance pour retrouver Aristote, retrouver les Grecs et encore moins les Arabes qui, soi-disant, nous auraient fait redécouvrir tout notre héritage grec de l'Antiquité. En fait, tout ça est déjà connu. Il y a des penseurs extraordinaires qui font des choses dont, en fait, personne ne parle. Et ce qu'expliquent très bien les gens qui travaillent sur le Moyen-Âge, c'est que personne n'en parle parce qu'en tant qu'historien, ça n'intéresse personne. Comme toute l'université est noyautée par la gauche, l'extrême gauche, ces sujets-là n'ont pas le droit de citer. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, comme on n'en parle jamais, on croit que ça n'existe pas. Aucun étudiant ne veut se prendre le risque de ficher sa carrière en l'air en s'intéressant à ces sujets-là. Et en fait, du coup, les Français ignorent totalement ce qu'a été réellement le Moyen-Âge. Alors bien sûr, on n'a pas de film ou de série qui vous montre ça. On vous montrera jamais les grands monastères, on vous montrera jamais les grandes châtelaines, les grandes reines. On vous montrera pas ce que c'était la vraie vie d'un paysan ou d'un serf au Moyen-Âge. On vous continue à vous montrer tous les clichés pour dire, regardez, en fait, heureusement que la Révolution française est venue nous sauver de tout ce truc horrible. Ça nous amène finalement au second grand fil rouge de votre ouvrage, qui est la spiritualité. Vous parlez d'une guerre spirituelle qui est livrée à l'Occident, notamment à travers la promotion d'une idéologie moderne qui possède, selon vous, toutes les caractéristiques d'une religion totale, composée de croyances, de rituels et de comportements qui englobent chaque aspect de la vie des individus. Donc une idéologie qui repose sur 3 grands piliers, selon vous: l'idée qui veut que l'homme soit la mesure de toute chose, la notion de progrès et puis la notion de rationalité. Alors, pour vous, cette idéologie moderne, en fait, elle serait à l'origine de la plupart des maux de l'Occident que nous connaissons en fait aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez définir cette idéologie moderne, ses différents attributs, et nous expliquer en quoi elle serait une menace pour notre société? Avant de détailler ça, je voudrais dire qu'il y a eu une vraie réflexion en fait que j'ai eue suite notamment à la publication de mon précédent livre, La France retrouvée, qui est un livre très politique. C'est en fait la prise de conscience qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que la politique, qui aujourd'hui est considérée comme le domaine par excellence pour résoudre tous les problèmes qui nous accablent, tous les maux qui accablent notre pays, en fait, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire qu'avant la politique, il y a le religieux, et avant le religieux, il y a le philosophique et le spirituel, le philosophique. Donc, il faut remettre les choses en ordre. C'est-à-dire, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence d'un travail justement de déconstruction qui a eu lieu au niveau précédent, c'est-à-dire notamment le niveau spirituel et le niveau philosophique. Et ce niveau philosophique, c'est ce qu'on appelle la modernité. Donc, et ça, j'en parle notamment dans un essai qui s'appelle La défaite des conservateurs. C'est de bien expliquer qu'en fait, la modernité est une rupture majeure qui est dans l'histoire de l'humanité et qui est propre à l'Occident. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que les autres sociétés sont restées, que ce soit le monde islamique, le monde africain, le monde même asiatique, sont restées globalement traditionnelles. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est presque, je dirais, le génie, je dirais, tordu de l'Occident d'avoir poussé sa réflexion suffisamment loin pour rompre avec toute son histoire et toutes ses traditions. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est cette modernité? Il y a quelques grands critères, vous les avez évoqués. Il y a déjà l'idée que l'homme est au centre de toute chose. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde qui n'est plus centré sur Dieu, mais sur l'homme. Et c'est l'homme qui crée sa propre limite. C'est l'homme qui se place au centre, qui a l'idée qu'il peut corriger même l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'autrefois, on est dans un monde naturel, un ordre naturel fixé par Dieu. Maintenant, on est dans un monde artificiel où l'homme va corriger la nature. Et donc, ce qui est lié à ça, c'est l'idéologie de progrès. C'est-à-dire que l'homme serait dans une espèce de progrès continu. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'on est dans une logique qui est religieuse. Parce qu'en fait, il y a cette idée de le progrès égale le salut. C'est-à-dire, plus vous allez vous avancer dans le progrès, plus vous vous rapprochez du salut. Donc là, pour les gens qui défendent cette idéologie, c'est l'égalité, la diversité, les fameux droits. Donc plus il y a d'égalité, plus il y a de droits,
plus il y a de diversité, plus on se rapproche du salut, plus on se rapproche en fait pour ce qu'on appelle pour les chrétiens la parousie, c'est le moment où on est dans une espèce de grande communion universelle et on arrive à ça. Et à la fin, la dernière idée, c'est que tout ça est rendu possible par la rationalité. C'est l'homme qui va utiliser sa raison. Et moi, ce que j'explique, c'est en fait c'est la supercherie totale de ce système-là, parce qu'il faut comprendre en fait que c'est une religion qui s'est substituée à une autre. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour l'esprit moderne. Parce que l'esprit moderne pense qu'il a évacué le religieux. Mais en fait, ce que j'essaye d'expliquer, d'aider les Français à prendre conscience, c'est qu'en fait, ils ont troqué une religion qui était le christianisme pour une autre religion qui est la religion de l'homme. Et je l'explique ça dans le livre, c'est que tout ce qu'on nous présente comme les attributs de la modernité, alors le matriarcat, l'indifférenciation, il n'y a plus de frontières entre les hommes et les femmes, entre l'étranger et le national, le culte de la déesse mère, notre mère la terre, etc., l'égalitarisme forcé, tout ça, ce n'est pas la modernité, c'est le retour au primitif et à la barbarie pré-chrétienne. Donc c'est ça l'arnaque ultime de notre époque, c'est que tout ce qu'on nous vend comme un progrès, comme une modernité, c'est le retour au stade primitif. Et ça, c'est l'imposture complète de notre époque. Et en fait, il y a très très peu de gens qui le dénoncent et qui en ont pris conscience. Et malheureusement, les Français, et même les Occidentaux en général, et ces fameux idiots utiles dont on parlait tout à l'heure, tombent dans le panneau et pensent qu'ils sont en train d'aller vers leur salut, alors qu'en fait, ils vont vers leur perte. Vous écrivez aussi que l'idéologie moderne cherche en fait à faire table rase du passé et s'oppose à toute idée de transmission et d'héritage, qu'elle rejette les coutumes et les traditions de ceux qui nous ont précédés sous couvert de libération. Alors, est-ce que vous considérez que cette idéologie moderne présente un aspect totalitaire ? Ah oui, absolument. Oui, ça c'est. Et là, on le voit aujourd'hui. Je veux dire, dans son aboutissement, qui est la crise aujourd'hui, où là, on contrôle plus seulement les esprits, mais aussi les corps. On est complètement dans cette logique totalitaire. Et là, pour faire le lien, ce que je disais il y a un instant, c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que on est dans je dirais, les médias de masse et les gouvernements et cette idéologie, cette religion de l'homme a un pouvoir sur les corps et les esprits qu'aucune religion traditionnelle n'a eu par le passé. Je veux dire, quand on vous serine avec l'Inquisition, l'Église, voilà, il y avait une norme sociale. Je veux dire clairement, c'était une norme sociale, mais qui n'avait pas le quart du pouvoir que les médias et les États ont aujourd'hui sur leurs citoyens. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on est dans une nouvelle forme de totalitarisme, mais qui a la ruse ultime de le faire pour votre bien. Et ça, c'est toujours, bien sûr, moi, ce que je considère comme la ruse ultime du diable, c'est de dire je vous perds, mais c'est pour votre bien, et tout ce qui arrive est pour le bien de l'humanité, et ça c'est diabolique, parce que les gens se font avoir, et les gens ne comprennent pas dans quel engrenage ils se trouvent pris. Et oui, complètement, on est vraiment dans un totalitarisme. Il y a le crime de mauvaise pensée, on a le contrôle des corps et des esprits, de vos déplacements, la perte des libertés. Et si ce projet est connu, et là encore, on va dire au complotisme, mais vous savez qu'aujourd'hui, être complotiste, c'est avoir 6 mois, 1 an d'avance sur tout le monde. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être la prochaine étape du pass vaccinal, et c'est déjà dans les tuyaux, il y a déjà des brevets qui sont déposés, ça va être le pass écologique ou le pass climatique. Donc attention, on va bloquer votre voiture parce que vous avez fait trop de kilomètres et émis trop de CO2. Ah, vous avez dit du mal du gouvernement, moins 500 points de crédit social, vous pouvez plus prendre le train, vous pouvez plus prendre l'avion comme en Chine, vous pouvez plus on va vous fermer votre compte bancaire, et c'est ça qui arrive. Et donc, il faudrait qu'il y ait une espèce de prise de conscience, de réveil des gens de la logique dans laquelle ils se trouvent pris, mais ils se font duper et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un système totalitaire qui, pourtant, on nous explique qu'il n'y a rien de pire et que plus jamais ça, les heures sombres de notre histoire, le nazisme. En fait, le système est redoutable parce qu'il fait peur avec un totalitarisme qui appartient au passé pour empêcher les gens de prendre conscience de la réalité du totalitarisme présent. Et vous dites aussi d'ailleurs que finalement cette idéologie, dans sa forme la plus aboutie, elle conduirait au transhumanisme. C'est pas moi qui le dis, ça a été affiché clairement. Klaus Schwab en parle dans ses livres, dans ses prises de parole. Il y a de nombre d'intellectuels, de penseurs qui l'ont écrit même depuis les années 70. C'est quelque chose qui vient de loin. Pour faire le lien avec ce qu'on disait en début d'entretien, c'est qu'il y a un projet qui est pensé et qui, depuis longtemps, les pères du transhumanisme, on les retrouve dès les années 70, même dès les années 20 dans les écrits de certains eugénismes, dont les frères Huxley, par exemple. Il y a vraiment, et on arrive à cette idée, mais on
revient à la dimension religieuse que j'évoquais, c'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre la place de Dieu. L'homme peut s'affranchir de l'ordre divin, il peut devenir un surhomme, il peut devenir un homme augmenté, et en fait, il rompt avec l'ordre naturel et il rompt avec la création divine. Et il refuse la place dans cet ordre en pensant qu'il peut l'arracher. C'est vraiment le projet prométhéen et qui aujourd'hui est rendu possible par la technologie. Parce que ça a toujours existé. Hein. On sait que même les hérésies, etc., existent depuis longtemps. Mais ce qui est la différence aujourd'hui, c'est que l'être humain du 21e siècle a les moyens techniques de le faire. Donc on voit, et c'est pas juste la fusion de l'homme et de la machine, c'est modifier ses gènes, c'est modifier les écosystèmes, c'est modifier l'identité des peuples à travers l'émigration de masse, déstabiliser des systèmes culturels, des systèmes anthropologiques. C'est vraiment du passé faire table rase, créer une nouvelle humanité à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau biologique, au niveau politique. Et il y a vraiment ce projet général qui est soutenu une fois de plus par ce niveau religieux qui est le plus important, parce qu'il faut comprendre qu'on est aujourd'hui en fait dans une guerre de religion entre l'ordre naturel divin et l'ordre artificiel satanique. Et ça, c'est impossible, en fait, c'est très difficile pour l'homme du 21e siècle qui est complètement, qui a complètement oublié les symboles, la théologie, la pensée religieuse, de se raccrocher à ça. Quand vous parlez aux gens de ça, ils se disent voilà, mais de quoi on parle, ça va trop loin, etc. Parce que ils sont éloignés de ça. Et donc c'est pour ça que j'essaye de le faire à travers mes livres, à travers mes prises de position, pour remettre les bons enjeux et les bonnes catégories pour qu'on se sorte de ce système et qu'on gagne cette guerre. Pour vous, le retour à la spiritualité paraît essentiel pour retrouver du sens et des repères. Je tiens à préciser que c'est pas une spiritualité, parce que ça aussi, il faut faire très attention. C'est la spiritualité, c'est devenu un mot vague. Il y a des trucs New Age et tout ça qui sont en fait la même chose. C'est-à-dire la spiritualité, moi je le dis très clairement, c'est la spiritualité incarnée par la tradition propre à chaque système culturel. Donc nous, en Occident, cette tradition, c'est le christianisme, et en France particulièrement, c'est le catholicisme. Et je dirais pour la Chine, ça peut être le confucianisme. Pour le monde arabo-musulman, c'est l'islam. Même si, bien sûr, je préférerais que tout le monde reconnaisse le christianisme, ça serait plus logique. Mais bon, après, chaque pays, voilà, ses systèmes culturels. Mais c'est cette réalité. Et il faut faire attention parce que le christianisme qu'on connaît, en fait, même les Français, même ceux qui se disent de culture chrétienne, ne savent plus ce que c'est que le christianisme. Donc, et c'est difficile parce que même l'Église, on parlait d'infiltration et de subversion, ça ne touche pas que le pouvoir temporel, ça touche le pouvoir spirituel. Comme dit Monseigneur Vigano, il y a une église profonde, une deep church, comme il y a un État profond, un deep state. Donc le Vatican et les institutions ecclésiales ont été aussi infiltrées et on a des choses complètement dingues qui sont présentes au niveau de l'Église catholique et de la doctrine. Donc c'est ça qui est aussi difficile, c'est que même des gens aujourd'hui, des Français qui se disent tiens, je voudrais renouer avec la religion de mes pères et retourner au christianisme, il ne faut pas qu'ils se trompent de curé et de paroisse, parce qu'ils peuvent tomber, je dirais, dans quelque chose qui a l'apparence du christianisme, qui n'est pas du tout le christianisme. Donc c'est pour ça que, plus de parler de spiritualité, il faut revenir au catholicisme historique et ce que j'appelle la tradition, avec un T majuscule, qui est l'ordre de nos ancêtres, et qui ne signifie pas, parce que ça, à chaque fois, on vous le dit, vous voulez revenir à l'âge de pierre et vous éclairer à la bougie, etc. C'est pas du tout ça. On parle de catégorie mentale et on voit, par exemple, qu'il y a des pays comme le Japon qui arrivent à concilier un niveau de développement technique et même de réussite économique qui soit extrêmement avancé, mais en gardant des structures traditionnelles avec des familles traditionnelles, des traditions, des coutumes, des rituels qui structurent la société. Et c'est ça en fait l'esprit traditionnel. C'est pas on va retourner habiter dans des grottes et dormir sur des lits de paille, quoi. Je veux dire, c'est pas ça. C'est accepter, en fait, si je devais résumer pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'est l'esprit de la tradition? L'esprit de la tradition, c'est qu'il y a des vérités éternelles et immuables. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne changent pas, qui sont des données propres à l'être humain, à la nature humaine, et on ne peut pas les modifier. Et la tradition, c'est ces découvertes, en fait, c'est l'adéquation des structures sociales, politiques à cette nature humaine qui peut, avec des variations entre chaque peuple qui correspond à leur anthropologie. Et dans le cas de la France, c'est une belle formule que je cite souvent dans le livre, c'est très simple, c'est un père dans la famille, un père pour la nation et un père dans le ciel. Voilà, c'est ça l'esprit de la tradition. Vous parlez aussi du rôle de la France dans cet ouvrage.
Vous consacrez notamment un texte à ce que vous appelez l'illusion européenne, dans lequel vous battez en brèche l'idée d'une Europe puissance et l'idée selon laquelle la France serait trop petite et trop faible pour faire jeu égal avec des pays comme par exemple les États-Unis ou la Chine. Pourquoi cette notion de taille critique mise en avant par ceux qui sont favorables à cette idée d'Europe puissante n'est-elle pas pertinente selon vous ? Avant d'aborder ce point qui est très important, je voudrais juste dire rapidement qu'il faut avoir conscience que la France est un des cœurs du réacteur de cette idéologie mondialiste. Depuis la Révolution française, donc il y a 250 ans, que la France est dans ce projet, cette religion de l'homme, ce projet-là. Et il y a énormément d'institutions et même de Français qui sont présents dans cette volonté mondialiste de détruire la nation, de détruire la tradition, de détruire la spiritualité et de détruire le christianisme. La France est au cœur de ça. Donc il faut avoir conscience que la France, qui était la fille aînée de l'Église, est devenue la patrie des droits de l'homme. Donc on a eu une rupture complète. Je veux dire, la France a été un des premiers pays à être complètement subverti. Donc c'est ça qui est important, c'est que la France est un des cœurs de cette idéologie mondialiste. Alors après, pour revenir à ça, clairement, ça se manifeste avec cette espèce d'obsession européenne qui était déjà présente depuis 20-30 ans, mais qui a pris sous le quinquennat actuel des dimensions qui sont considérables, puisqu'on ne parle plus de souveraineté française, mais de souveraineté européenne. Et là encore, il faut bien comprendre que cette histoire, on vend au peuple l'idée d'Europe puissance, mais en fait, c'est ce projet mondialiste qui a été analysé, par exemple, à Pierre Hillard, qui a écrit des choses extraordinaires là-dessus, et qui, à travers des documents, qui a expliqué la logique, que en fait le but c'est de détruire les États-nations pour retrouver une Europe des régions qui serait sous la tutelle technocratique d'institutions comme Bruxelles, etc. Et donc tout va dans ce sens. Et pour faire passer la pilule comme à chaque fois, on dit mais vous allez voir, ça va être formidable, ça va être l'Europe de la croissance, l'Europe de la paix, l'Europe de tout ce que vous voulez. Et en fait, pour que le projet continue à avancer, toujours la politique des petits pas, ça a été avoué même par Jacques Attali, qui a dit de toute façon, on a écrit des traités, on n'a pas la possibilité de revenir en arrière, et était tout content de sa ruse. Donc, c'est exactement à cela qu'on assiste. Alors, pourquoi je bats en brèche cette idée d'Europe puissance ? Tout simplement parce que la grandeur n'est pas qu'une question de taille, et qu'on voit très bien qu'en fait, à travers l'histoire, déjà la France a pu avoir le leadership en Europe. Il faut quand même se rappeler que pendant des millénaires, il fallait que l'Europe entière se coalise pour nous mettre la pâtée, alors que la France dominait sans problème l'espace européen, on était 40 millions de Français. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui a changé ? Si 40 millions de Français pouvaient dominer l'Europe pendant 1000 ans, je ne vois pas pourquoi 40 millions de Français ne pourraient pas le faire aujourd'hui. Donc voilà, et sans compter, c'est pour ça que je dis 40 millions, parce qu'on peut enlever toute l'influence de l'émigration de masse, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'ai écrit dans le volume précédent de L'Homme et la Cité, quelque chose sur la densité informationnelle de l'information de la matière, où j'explique théoriquement pourquoi résumer en termes de masse, en termes de taille, en critères quantitatifs, c'est complètement faux, et c'est d'ailleurs bien, ça fait le lien avec ce qu'on disait, c'est bien représentatif d'une pensée moderne qui est capable de penser que la quantité et non la qualité. Et après, on a énormément d'exemples, de toute façon concrets, au-delà de ces considérations théoriques. On voit bien, par exemple, Israël, qui est un petit pays récent de quelques millions d'habitants, qui exerce une influence considérable sur les affaires du monde, qui arrive à influencer les États-Unis, la France et partout dans le monde. Je veux dire, parce qu'il y a une vraie volonté de puissance, il y a une vraie stratégie. Je peux parler aussi en Asie de Singapour, sous le leadership de Lim Kuan Yew, un grand homme d'État, qui a fait de ce petit port de pêche, en fait, la Suisse de l'Asie est un des pays les plus riches du monde dans l'espace de 50 ans, avec là encore un projet très clair, un projet visionnaire. Il s'est donné les moyens de ses ambitions, donc c'est possible. Le problème, c'est qu'en France, il y a trop de Français qui veulent se coucher pour mourir et qui veulent pas prendre le risque de la grandeur. Et la grandeur, il faut croire en soi-même, il faut être prêt à se battre, il faut être prêt à faire des sacrifices. Et il faut avoir cette conscience, et c'est là où encore on revient aux religieux, il faut avoir conscience qu'on a une mission. La France a une mission. Il faut quand même le rappeler, et je le rappelle dans le livre, que la France est le peuple français, le peuple de la nouvelle alliance avec Dieu par le baptême de Clovis en 496, et que nous avons été dirigés pendant plus de 1000 ans, 1500 ans, par des rois qui étaient les lieutenants de Dieu sur terre. Aucun autre peuple ne peut se targuer d'avoir été dirigé par le lieutenant de Dieu sur terre. Et il faut rappeler que dans la théorie politique française,
le roi de France reçoit le royaume en commande et que le vrai roi de France, c'est Jésus. Et là, on est à l'approche de Noël. Il faut se rappeler que Jésus va naître, mais celui qui naît, c'est pas juste le phénomène religieux, c'est que c'est le roi de France. C'est notre roi qui est en train de naître. Donc, c'est ça qui est important. Et si vous comprenez pas ça, et si les Français ne comprennent pas que c'est la clé de voûte de tout l'édifice politique français et la clé de la suprématie française, ils n'ont pas compris qu'ils ne peuvent qu'échouer s'ils ne reprennent pas ça. Parce que comme je l'ai expliqué dans mon premier livre qui était Être français, l'être amasseur, tous les grands peuples du monde ont un fait qui justifie leur élection. Par exemple, les Américains pensent que les États-Unis ont une destinée manifeste, the shining city on the hill. Les Russes pensent que Moscou est la troisième Rome. Les Japonais pensent qu'ils descendent de la déesse du soleil à Amaterasu. Je pourrais faire toute la liste des grands peuples du monde. Il n'y a que le peuple français qui ne croit pas qu'il a un lien particulier avec Dieu, que Jésus est le roi de France. Et je prends cette phrase magnifique de Sainte Jeanne d'Arc qui nous dit « Tous ceux qui font la guerre à la France guerroient contre le roi Jésus ». Et c'est ça qui a poussé Jeanne d'Arc à prendre les armes et à sauver la France dans les événements que l'on sait. Quels sont les atouts que la France peut faire valoir pour tirer son épingle du jeu? Alors, au-delà de ceux que vous venez de mentionner, peut-être les atouts concrets en termes de ressources, de patrimoine. Justement, c'est une bonne remarque, mais là, vous pensez comme un moderne, parce que je pense que justement, l'atout principal de la France, c'est ça, c'est ses aspects spirituels. Et je vais faire le lien quand même pour vous répondre, je ne vais pas échapper à votre question, c'est que je pense que déjà le peuple français a un fond extraordinaire. Je pense qu'on est resté, malgré les assauts de la modernité, on est resté un peuple profondément chrétien, qui se manifeste sous des formes dévoyées mais encore présentes, et notamment cette solidarité, ce goût de l'égalité, le fait qu'on accueille la terre entière, on se fait traiter de racisme, encore, on se flagelle encore, ça c'est du christianisme dévoyé en réalité. C'est ce que dit Chesterton, c'est les fameuses vertus chrétiennes devenues folles. Donc on en est là, mais le peuple français a encore ce fond chrétien. Et donc ça c'est extraordinaire. Et il y a un génie français. Je veux dire, quand vous regardez l'histoire de France, je veux dire, si on parle de suprémacisme blanc, il pourrait y avoir un suprémacisme français, vu tous les génies qu'on a donnés à la Terre, que ce soit scientifique, littéraire, politique, enfin, j'en passe. On pourrait être fier de ce qu'on a apporté à l'humanité, ce que la France a apporté à l'humanité. Et ce génie, il est encore là. Moi, je le vois, dans le camp patriote. On a des génies, on a des gens qui font des choses extraordinaires en France que personne ne fait ailleurs. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis que les étincelles sont là, les braises sont là, il faut juste souffler dessus pour que ça reparte. Donc ça, c'est extraordinaire. Après, de façon beaucoup plus concrète, je pense qu'on a un pays qui est extraordinaire, des terroirs extraordinaires, on a tout en France. On a une richesse de nos terroirs, on a une richesse des cultures, on a encore un savoir-faire qui n'a pas disparu, on a encore des compagnons, des métiers d'art, les compagnons du devoir qui savent faire des choses extraordinaires, on a encore des paysans, on a encore des artisans, on a encore toutes ces choses qui sont, alors certes, qui sont grignotées petit à petit par la modernité, mais qui sont là, et je trouve que le peuple français, depuis 200 ans, se prend un feu nourri, continue pour le détruire, et il est encore là, il est encore solide, il tient bon, et je me dis, qu'est-ce qui se passerait si on avait un pouvoir politique et spirituel qui démultiplie ça et qui, au lieu d'aller, je dirais, à contre-courant, pousse les Français, libère leurs énergies. Et moi, je suis convaincu que la France a tous les atouts pour redevenir la première puissance mondiale, et ça doit être notre objectif. L'objectif, ça doit être de refaire de la France la première puissance mondiale. Alors, ça sera pas pour tout de suite. Je pense que ça sera pas le 21e siècle. Je le dis, le 21e siècle sera le siècle russe. Mais il faut que le 22e siècle soit le siècle français. Et on a 100 ans devant nous pour que la France soit prête dans 100 ans pour reprendre le leadership. Vous brossez aussi un portrait assez sombre des Lumières et de la Révolution dans votre livre. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Un portrait qui va vraiment à l'encontre de ce qu'on entend régulièrement à propos de ces deux périodes de l'histoire de France, qui sont généralement décrites sous un jour favorable, la plupart du temps. Et vous parlez même d'événements cataclysmiques à propos de la Révolution française. En quoi, pour vous, la Révolution et les Lumières sont-ils des événements néfastes? Dans sa vie personnelle comme dans la vie des peuples, on ne peut rien construire sur le mensonge. On ne peut rien construire de sain et de durable sur le mensonge, et tout ce qui est, que ce soit la Révolution française et les Lumières, sont bâtis sur du mensonge. C'est vraiment ça, et comme je l'ai dit,
la Révolution française a été un véritable coup d'État. En fait, c'est une révolution de couleur. C'est la première révolution qu'on appelle les révolutions de couleur. Ce qu'on a fait en Ukraine, ce qu'on a essayé de faire en Syrie, tout ça, c'est la matrice de tout ça, c'est la Révolution française. Et en fait, on a renversé un système millénaire sous prétexte de libérer le peuple de privilèges soi-disant qui étaient dans la plupart du temps fictifs. Je l'explique dans l'essai sur le Moyen-Âge. Et en fait, on a fait une révolution bourgeoise qui a donné le pouvoir à une bourgeoisie d'affaires, qui en fait s'est approprié les biens de la noblesse, du clergé, qui a renversé l'ordre millénaire. On a rompu le lien qui unissait la France à Dieu, cette alliance dont j'ai parlé à l'instant. On a tué le roi Louis XVI, c'est un sacrifice rituel. Alors ça, je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais c'est le retour du sacrifice humain, et ça, je renvoie à la lecture de René Girard, qui a parfaitement montré que en fait, la logique primitive, c'est le sacrifice, et notamment le sacrifice humain, et que seul le christianisme permet d'en sortir. Donc en fait, Louis XVI est la première victime, la victime exemplaire de ce sacrifice humain à grande échelle qui est la Révolution française, et qui donnera d'ailleurs, une fois que Louis XVI est mort, les vannes s'ouvrent, c'est le sang qui coule, c'est le sang de la terreur, c'est le sang des guerres de Napoléon, c'est le sang de la Première Guerre mondiale. En fait, le peuple français a été saigné pendant 2 siècles par ce meurtre originel. Donc ça, c'est important de le comprendre. On revient toujours encore à cette dimension spirituelle. Et puis les Lumières, j'en parle même pas. Il y a eu des choses intéressantes. Je veux dire, je veux pas enlever. Il y a eu du génie chez certains hommes des Lumières, mais c'était un génie dévoyé. C'était un génie au service d'une idéologie destructrice qui a voulu justement faire table rase, qui a diabolisé un passé chrétien médiéval qui était riche. Et en fait, ils ont complètement calomnié. Ils ont été au service du mal. Alors certains volontairement, certains sans se rendre compte. Et le problème, c'est que ça fait 150 ans que les Français se font bourrer le mou avec les Lumières, la Renaissance, et qu'en fait, ils ignorent complètement la richesse de leur héritage chrétien, de leur héritage médiéval. Et en fait, ils adorent des fausses valeurs, des fausses idoles qui conduisent la France sur la pente de la destruction, puisqu'il suffit de le constater. Depuis que la France a cessé d'être chrétienne, eh bien, en fait, elle roule à l'abîme. Et ça, c'est la vérité que les Français d'aujourd'hui, de 2021, refusent d'admettre, alors que c'est écrit dans tous les textes, même de l'Ancien Testament. Un peuple qui se détourne de Dieu, finit mal et se retrouve toujours châtié. It must be against the law to force people to consume more. Self-restraint. Previously, before this process started, the self-restraint was a business of church, religion. Because our preachers, the fathers of church, would tell us, material values are good, but it's not the prime function of human being. Because you have to live with something. Obviously, the design for our life is not to consume more deodorants. There must be something greater. If such a complicated instrument as human body was created, obviously there must be some higher purpose for that.